une petite sans-abri fait irruption dans la fête de mariage d'une millionnaire en criant « Ne mange pas ce gâteau, ne mange pas, pour l'amour de Dieu. » Quand la mariée a enfin remarqué un détail choquant sur le gâteau, elle a fait un pas en arrière, complètement horrifiée. « Je dois l'avertir. Elle ne peut pas manger ce gâteau. Pas question, elle doit savoir ce qu'ils ont fait. » Murmurait pour elle-même la petite Johanna, une frêle sans-abri, tandis qu'elle courait sans s'arrêter dans les ruelles sombres qui menaient à l'arrière d'une luxueuse salle de fête. La poitrine de la fillette haletait, montant et descendant comme si elle allait exploser. Ses jambes fines et dénutries cédaient presque à chaque pas. Mais l'urgence qu'elle ressentait était plus forte que la fatigue. À chaque seconde, l'image de la mariée devant le gâteau lui revenait en tête et le désespoir serrait encore plus son petit cœur affolé. Lorsqu'elle aperçut enfin sa destination, Johanna s'arrêta un bref instant, respirant vite et regardant droit devant. Les lumières colorées de la salle se reflétaient vers l'extérieur, tandis que la musique forte révélait l'animation de la fête. Dehors, à travers les grilles, on pouvait voir certains invités de la célébration. Tous élégants. C'était comme s'il y avait un monde entier entre elle et ces gens bien habillés. Soudain, la fillette entendit une voix résonner dans le système de son, ferme et joyeuse. Le maître de cérémonie annonçait qu'il était temps pour les mariés de couper le gâteau. « Approchez-vous, le grand moment est arrivé. » résonna la voix masculine. Le cœur de la petite faillit bondir hors de sa poitrine. « Mon Dieu, je n'aurai pas le temps. Elle va manger le gâteau. » murmura-t-elle, la gorge sèche et les yeux embués. Elle regarda autour d'elle, désespérée, jusqu'à trouver, au fond de la salle, une petite porte latérale. Juste à côté, un garde distrait allumait une cigarette, sans se douter de ce qui allait arriver. La fillette n'hésita pas une seconde. Elle durcit son visage sale et se mit à courir à toute vitesse, le cœur battant à ses oreilles. « C'est ma chance !» dit-elle à voix basse. En une seconde, elle passa devant l'homme comme un éclair. Surpris, le garde laissa tomber sa cigarette au sol. « Hé, sale gosse! Reviens ici, petite ordure! Tu n'as pas le droit d'entrer là !» hurla-t-il en se lançant à sa poursuite. Mais Johanna ne regarda pas une seule fois en arrière. Elle ne sentait que le sol froid sous ses pieds, nus, et le bruit assourdissant de la fête qui se rapprochait. À l'intérieur, seulement quelques mètres plus loin, Larisse, la mariée, affichait un large sourire de pur bonheur. Elle portait sa robe blanche impeccable et ses yeux brillaient devant la foule d'invités. Avec le couteau dans ses mains délicates, elle se tenait aux côtés de Bruno, son mari fraîchement officialisé. C'était sans aucun doute le moment le plus attendu de la journée. La mariée soupira, émue, prête à couper le majestueux gâteau à 3 étages qui resplendissait au centre de la fête. Bruno, cependant, arborait un sourire différent. Contrairement à l'air de bonheur de Larisse, le sien cachait quelque chose de mystérieux, presque sombre. En s'approchant d'elle, il parla d'un ton affectueux. « Je veux que tu manges le premier morceau, mon amour, car c'est ton jour. Coupons juste ici, là où il y a la cerise que tu aimes tant. » Les invités applaudirent avec enthousiasme, certains filmant avec leur téléphone. La mariée leva le couteau, mais avant qu'elle ne puisse couper la première part, un cri aigu, désespéré et puissant résonna dans toute la salle. « Arrêtez! Ne mangez pas ce gâteau! Ne le mangez pas, pour l'amour de Dieu! » Le silence fut immédiat. Les conversations cessèrent, la musique s'interrompit et tous les regards se tournèrent vers la voix. Là se tenait Johanna, au milieu de la salle, vêtue de haillons sales, son corps maigre et l'odeur de la rue contrastant avec les parfums coûteux des invités. Ses yeux exorbités et son visage marqué par la crasse provoquèrent la stupeur. Même essoufflée, elle profita du silence et cria encore « Tu ne peux pas manger ce gâteau! Tu ne peux pas! » Toute la salle s'agita. Larisse, tremblante, laissa tomber le couteau sur la table,
produisant un bruit sec. Ses yeux se remplirent de confusion. Mais qu'est-ce que cette fille raconte? Qui est cette gamine? Demanda-t-elle à haute voix, sans rien comprendre. Bruno, en revanche, eut une réaction immédiate. Son sourire disparut complètement et laissa place à une expression de pure colère. Mais c'est pas vrai. Qui a laissé entrer cette créature immonde ici? Cria-t-il en tournant la tête dans toutes les directions, cherchant les gardes. Pendant que les gardes tardaient à apparaître, son indignation monta d'un cran, au point d'effrayer certains invités. C'est une honte. Il n'y a plus de sécurité dans cet endroit. Ses yeux finirent par trouver le garde qui courait encore derrière Johanna. Furieux, Bruno pointa directement vers lui. Toi, qu'est-ce que tu faisais pour ne pas avoir remarqué cette petite ordure entrée ici? Le garde, rouge de honte, resta figé sur place. Il transpirait à grosses gouttes, sachant que sa faute pouvait lui coûter son emploi. Je suis désolé, monsieur. Je me suis arrêté pour fumer une cigarette. Balbutia-t-il. Le marié éclata d'un grand rire moqueur qui résonna dans la salle. Une cigarette? Alors je te paie pour assurer la sécurité du lieu. Et toi, au lieu de faire ce pour quoi tu es payé, tu décides de t'arrêter fumer une cigarette? Le garde baissa la tête, désespéré. Encore une fois, je vous présente mes excuses, monsieur. Bruno serra les poings et cracha les mots avec mépris. Des excuses ne rendront pas ton erreur moins grave. Je veux que tu vires cette créature d'ici. Allez, fais sortir cette chose immonde immédiatement de ma fête. Le ton du marié frappa non seulement le garde, mais aussi Johanna. Pourtant, la fillette tenta de ne pas se laisser atteindre. Elle inspira profondément, leva la tête et cria encore en direction de la mariée. « S'il vous plaît, vous devez m'écouter. Ne mangez pas ce gâteau. » Les invités commencèrent à chuchoter, échangeant des regards. Certains riaient nerveusement, d'autres murmuraient indignés, et toute la salle s'enfonça dans une confusion générale. Larice, tremblante, agrippa le bras de son mari, cherchant un soutien, une certitude que rien de mauvais n'était en train d'arriver. « Mon amour, » murmura-t-elle d'une voix basse, complètement perdue. Bruno inspira profondément, ses mains tremblant de rage. Il tenta de sourire à son épouse, mais son agitation était évidente. « Chérie, écoute, tout ira bien, ne t'inquiète pas, » dit-il entre ses dents. Puis, aussitôt, il se tourna de nouveau, en hurlant vers les employés. « Est-ce que l'un d'entre vous est capable de faire son fichu travail et de sortir cette gamine d'ici ?» La petite sans-abri, voyant qu'elle allait être attrapée d'un moment à l'autre, s'élança en courant, mais pas sans crier encore une fois. « Vous devez m'écouter. » Les gardes se lancèrent à sa poursuite, mais la fillette semblait puiser des forces, là où il n'y en avait plus. Elle courait entre les tables luxueuses et les invités médusés, tentant d'échapper aux mains lourdes des gardiens qui la traquaient sans pitié. « Mon Dieu, écoutez-moi » supplia-t-elle, la voix brisée, tandis que ses yeux cherchaient frénétiquement le regard de la mariée. « Vous ne pouvez pas manger ce gâteau. » Larice, la mariée, fixait la fillette avec une expression confuse, sans comprendre ce qui se passait. Les paroles de l'enfant paraissaient incohérentes au milieu de tant de désespoir. Le cœur de la mariée se serrait, mais elle restait paralysée. À cet instant, une nouvelle voix s'éleva au-dessus de la confusion. Patricia, demoiselle d'honneur et meilleure amie de Larice, avança d'un pas ferme. Sa voix sonnait tranchante. « C'est un véritable scandale. » « Mes amis, c'est un mariage. Nous devons garder l'ordre. » La femme s'approcha de la table principale et posa délicatement la main sur l'épaule de la mariée, comme pour lui offrir du soutien. Elle sourit doucement, mais ses yeux portaient une étrange froideur que peu remarqueraient. « Aujourd'hui est le jour le plus heureux de la vie de ma chère amie, » dit-elle d'une voix douce, presque affectueuse. Puis,
Se penchant légèrement, elle ajouta « Tout doit être parfait, n'est-ce pas, ma belle ?» Laris, encore tremblante, hocha la tête, forçant un petit sourire discret. Elle se sentait réconfortée par le geste de son ami, même si son cœur était toujours envahi par la confusion. « Tout est tellement confus. » pensa la mariée, tandis que ses yeux se remplissaient d'une mélancolie discrète. « Aujourd'hui devait être le jour le plus heureux de ma vie, et maintenant ce chaos s'est installé. » Elle soupira, tentant de cacher son trouble. Le sourire sur son visage vacillait, mais tenait bon, car elle ne voulait pas montrer de faiblesse devant les invités. « Mais pourquoi ?» réfléchit-elle en silence. « Quelle raison aurait cet enfant de faire ça ?» Laris n'avait jamais vu cette fillette auparavant. Elle était certaine que Bruno, son mari, ne la connaissait pas non plus. Rien n'avait de sens. La mariée cherchait en vain des réponses dans son esprit. Mais malgré toute la confusion, quelque chose en elle ne parvenait pas à voir de la méchanceté dans la petite. « La pauvre !» pensa-t-elle en la regardant plus attentivement. Vêtements déchirés, visage sale, pieds nus et regard suppliant. À travers les murmures de mépris autour d'elle, Laris comprit que tous la voyaient comme une misérable. Mais elle ressentit de la compassion, presque maternelle. « Qui est cette fille ? Où sont les parents de cet enfant ?» Le cœur de la mariée se serrait encore plus. Elle avait toujours rêvé d'être mère, mais n'avait jamais réfléchi à des réalités aussi éloignées de la sienne. Elle venait d'une famille riche, n'avait jamais manqué de rien, avait reçu une bonne éducation, voyagé à l'étranger. Toute sa vie n'avait été que privilège, et jamais elle n'avait pensé à ceux qui vivaient hors de cette bulle dorée. Ses rêveries furent interrompues par un nouveau cri désespéré. « Ne mange pas !» Johanna, agile comme un chat, esquivait les gardes, les contournant entre les tables et les chaises. Ses yeux allaient de la mariée au gâteau, puis du gâteau à la mariée, comme si sa vie dépendait d'empêcher ce moment. Laris commença à ressentir une douleur aiguë dans la poitrine. Un doute, une peur. Est-ce qu'elle dit la vérité ? Est-ce qu'il y a quelque chose dans le gâteau ? Elle tenta d'écarter ses pensées, secouant la tête. Non, c'est impossible. Cette fille ne peut pas savoir quelque chose de ce genre. Ou peut-être que si. Les pensées embrouillées la rendaient encore plus confuse. Mais son cœur murmurait que quelque chose n'allait pas. Après tout, il n'y avait aucune raison qu'une enfant en haillons s'infiltre dans une réception luxueuse juste pour hurler ces mots. Sur un élan, Laris se tourna vers les deux personnes les plus proches, le marié et la demoiselle d'honneur, et chuchota. « Et si je l'écoutais, pour voir ce qu'elle a à dire ?» Patricia ouvrit grand les yeux, indignée. « Quoi ? Tu ne réfléchis pas, ma chère. Cette gamine est une petite délinquante qui veut attirer l'attention pour voir si on lui donne quelque chose. » La mariée hésita, regardant encore la fillette. « Peut-être qu'elle a faim ?» demanda-t-elle sincèrement. La demoiselle d'honneur laissa échapper un petit rire plein de mépris. « La faim ? C'est une arnaqueuse, Laris. Il y a plein de petits voleurs comme ça en ce moment. » Le regard de Patricia se tourna alors vers Bruno, cherchant son soutien. Le marié soupira, agacé, et prit la parole d'un ton ferme. « Patricia a raison, chérie. Tu ne vois pas la méchanceté des gens. Ton cœur est trop pur. » Il entrelaça ses doigts avec ceux de la mariée, lui prodiguant une caresse douce, tentant de la convaincre. Laris baissa les yeux, incertaine. « Ce n'est qu'une enfant. » murmura-t-elle, sentant le doute marteler de nouveau son esprit. Patricia fut directe, sans détour. « C'est une voyoute !» Le choc fit ouvrir grand les yeux de Laris. « Comment ça, une voyoute ?» demanda-t-elle, confuse. La demoiselle d'honneur croisa les bras et répéta fermement. « Une voyoute, oui. Elle invente des mensonges pour profiter du moment et voler quelqu'un. Ou peut-être qu'il y a d'autres comme elle ici, déjà en train de subtiliser les affaires des invités, pendant qu'elle fait tout ce scandale. »
Bruno profita de l'instant et se rapprocha encore plus de sa femme. Il l'enlaça par la taille, comme pour lui transmettre protection et assurance, et parla d'un ton presque didactique. « Comme je te l'ai dit, mon amour, tu ne veux pas voir la méchanceté du monde. Ces enfants qu'on croise racontent des petites histoires tristes pour nous attendrir et nous soutirer de l'argent. Ce sont tous des filous. Et cette fille, qui court maintenant dans notre fête et effraie nos invités, est l'une d'elles. » Ces mots envahirent l'esprit de Laris. Mais, en regardant de nouveau la petite Johanna, le visage en sueur et désespéré, quelque chose dans son cœur insistait. La situation ne ressemblait pas à ce que son mari et sa demoiselle d'honneur décrivaient. Patricia ramena son regard vers la fillette des rues qui continuait de courir, évitant ceux qui étaient chargés de la sécurité. « Pourquoi ces gardes incompétents ne font-ils rien, vous inutiles? Faites sortir cette gamine immonde d'ici. » À ce moment, Johanna fut saisie brutalement par l'un des gardes. Sa main agrippa fermement le bras maigre et sale de la fillette. « Non !» hurla-t-elle, complètement désespérée. Elle se débattit, tentant de s'échapper, mais ses efforts étaient les vains. L'homme était grand et fort, tandis qu'elle était faible, son corps consumé par la faim et la fatigue de la fuite. Bruno, le marié, profita de la scène pour renforcer son discours. Il s'approcha de Laris et parla d'une voix douce, basse, pour tenter de calmer sa femme. « Mon amour, tu ne vois pas? Ce n'est qu'une délinquante qui veut attirer l'attention. » Sa voix était mielleuse, envoûtante. Il y avait quelque chose dans sa façon de parler qui faisait ralentir le cœur de Laris, même au milieu de ce chaos. Patricia, de son côté, lança un regard rapide et sec aux gardes, comme un ordre silencieux. Ce simple geste suffit pour que l'homme obéisse immédiatement. Il saisit Johanna par l'autre bras et, ignorant ses supplications, commença à l'entraîner vers la sortie. À chaque pas, la résistance de la fillette diminuait. Ses pieds nus raclaient le sol poli de la salle. Malgré tout, elle cria encore plus fort, un ultime cri. Un cri qui résonna plus que tous les autres ce jour-là. « S'il vous plaît, croyez-moi, si vous mangez ce gâteau, vous allez mourir. » Le cri de la fillette plongea les invités dans un silence complet. Laris, encore immobile devant le gâteau, sentit une pression dans sa poitrine. Ses yeux restèrent fixés sur la gamine devant elle, la voyant disparaître dans la salle. La voix de l'enfant, traînée de force, devenait de plus en plus lointaine, jusqu'à ce que l'espace soit envahi par le poids de ces derniers mots. Des mots que la mariée répéta doucement, les gravant dans son esprit. « Si tu manges ce gâteau, tu vas mourir. » Mais pour comprendre ce qui se passait réellement à ce mariage, pour savoir s'il y avait quelque chose de caché dans ce gâteau et découvrir qui était cette petite fille, il fallait revenir en arrière. Le soleil brillait intensément ce jour-là. Après une semaine entière de fortes pluies, le ciel était enfin dégagé, comme si la nature avait décidé d'offrir un cadeau. Pour Johanna, ce simple détail suffisait à rallumer un peu d'espoir. Peut-être que ce jour pourrait être meilleur. Elle marchait lentement dans un parc de la ville. Comme c'était un jour de semaine, l'endroit était presque vide. C'était un soulagement pour elle, car le week-end, quand le parc se remplissait de familles en promenade, sa présence était perçue comme une gêne. Les gens la regardaient de travers, chuchotaient, et bientôt le garde du parc venait la trouver pour lui demander de partir. Ce matin-là, Johanna s'était réveillée au bruit lointain des voitures. Elle avait passé la nuit dans un tunnel, avec d'autres sans-abri. Une vieille dame, également sans toit, lui avait prêté une couverture fine pour affronter le froid mordant. Mais même lorsqu'elle parvenait à dormir un peu au chaud, elle se réveillait sans rien, car d'autres profitaient de sa fragilité pour lui voler ses rares affaires. L'estomac de Johanna lui faisait mal. Cela faisait 2 jours qu'elle n'avait absolument rien mangé. Même en fouillant les poubelles,
elle n'avait pas eu de chance. Les bénévoles qui distribuaient de la soupe aux sans-abri ne passaient que le week-end et la fillette devait se débrouiller jusque-là. Avec difficulté, elle décida de quitter le parc. Elle savait qu'elle ne trouverait sans doute rien à manger là-bas. La chaleur du soleil semblait plus lourde à chaque pas, et son corps, frêle, vacillait. Mais elle continuait d'avancer. Après quelques rues, elle tomba, nez à nez, avec un énorme supermarché. Ses yeux s'illuminèrent. « De la nourriture ?» pensa-t-elle, presque incrédule. Peut-être pourrait-elle entrer et essayer de prendre un fruit. Elle avait déjà vu d'autres enfants des rues faire cela. Mais aussitôt, une pointe de culpabilité la traversa. « Mais ce n'est pas bien. » réfléchit-elle, mordillant ses lèvres gercées. Elle continua jusqu'à l'arrière du supermarché, où se trouvait une énorme benne à ordures. Ses yeux s'écarquillèrent. « Est-ce qu'ils jettent la nourriture périmée ici ?» se demande-t-elle, regardant autour d'elle. La rue était déserte, sans voiture ni passant. Elle inspira profondément et franchit la grille qui séparait le trottoir de la benne. En s'approchant, elle comprit qu'il faudrait grimper à l'intérieur si elle voulait trouver quelque chose. « Au moins, le couvercle est ouvert. » murmura-t-elle, essayant de se convaincre. La benne n'était remplie qu'à moitié, mais pour Johanna, c'était comme découvrir un trésor. À l'intérieur, il y avait des barres de chocolat, des paquets de biscuits et même quelques boissons. Tout était périmé. Sans réfléchir, elle attrapa une barre de chocolat et déchira l'emballage avec hâte. Elle croqua dedans à pleines dents, fermant les yeux, tandis que le goût se répandait dans sa bouche. « Que c'est bon !» dit-elle à voix basse, avec un sourire sincère. Elle ne comprenait pas pourquoi quelqu'un avait jeté cela, mais à ce moment-là, peu importait. Elle trouva une brique de lait, l'ouvrit et but à grandes gorgées. Le goût acide lui brûla la gorge, mais elle inspira profondément. « J'ai trop faim pour choisir ce que je mange. » pensa-t-elle. Elle s'assit dans la benne, savourant chaque morceau de chocolat comme si c'était le meilleur de sa vie. « Je n'ai jamais mangé un chocolat aussi délicieux. À partir de maintenant, ce sera mon chocolat préféré. » murmura-t-elle pour elle-même, même si elle savait qu'elle n'avait pas le luxe de choisir des préférés. Depuis longtemps, sa vie ne le lui permettait plus. Elle posa la brique de lait avariée sur le côté lorsqu'un objet attira son attention. Une canette de soda. « Je n'y crois pas !» s'exclama-t-elle, les yeux brillants. Elle avait l'habitude de boire les restes oubliés sur les tables de restaurants, mais depuis que la rue était devenue sa maison, elle n'avait jamais eu une canette entière juste pour elle. Elle se pencha pour la prendre, l'ouvrit rapidement, mais le gaz accumulé fit jaillir le liquide, éclaboussant encore plus son t-shirt. « Oh non, je me suis toute salie !» dit-elle en riant d'elle-même, regardant son vêtement mouillé. Puis elle haussa les épaules et porta la canette à ses lèvres. La canette de soda était tiède, sans gaz, avec un goût étrange. Mais rien de tout cela n'avait d'importance. Elle ferma les yeux et but à grandes gorgées, heureuse, car cette canette était seulement à elle. La fille a mangé encore quelque chose. Perdue dans les déchets, Johanna tenait encore des miettes et des restes que les autres jetaient, savourant chaque morceau, comme s'il s'agissait d'un cadeau rare. La chaleur de la journée et l'odeur de la ville se mêlaient au goût collant du chocolat dans sa bouche. « Il faut que j'emmène quelque chose pour plus tard. » pensa-t-elle, et sa petite main remua encore le fond de la benne. Elle cherchait à tâtons, avec précaution, un sac, n'importe quel bout de plastique où elle pourrait mettre plus de nourriture. L'espoir de garder quelque chose pour un autre moment lui donna un objectif simple et urgent. Quand Johanna sortit de la benne, prête à sauter la grille et retourner dans l'allée, un bruit distinct fendit l'air. Des pas. Quelqu'un s'approchait. Elle se retourna lentement. Là, à quelques mètres, se trouvait un homme très bien habillé, suivi d'une femme également élégante. La peur raidit ses muscles. Être vue par ces deux personnes,
pouvait vouloir dire des ennuis. Instinctivement, elle décida de se cacher. Elle se glissa derrière sa propre benne, comprimant son petit corps entre le métal et l'ombre, respirant doucement, essayant d'être invisible. De l'autre côté, la femme s'avança en claquant des talons sur le sol. Elle appela l'homme d'une voix chaleureuse. « Salut mon grand !» dit la femme aux talons hauts, en prenant l'homme dans ses bras et en passant ses longs ongles sur sa nuque. L'homme répondit avec affection et assurance apparente. « Salut, ma belle !» dit-il en l'embrassant et en la serrant fort. Le geste était intime, confortable, comme un couple qui se considère propriétaire l'un de l'autre. La femme, d'un air provocateur, se tourna pour plaisanter sur le sujet du coin. « Alors, comment ça se passe avec ta petite fiancée embêtante ?» Elle s'appuya contre le mur, sortit un rouge à lèvres et un miroir de son sac et retoucha son visage avec indifférence. Il répliqua avec un sourire narquois. « Quoi, Patricia ? Ne parle pas comme ça de ta meilleure amie. Je pensais que tu serais contente pour le mariage. Après tout, tu es la demoiselle d'honneur. » Les mots sortirent avec ce mépris que seuls savent mettre ceux qui manipulent. Patricia éclata d'un rire, un éclat haut et strident, qui pour Johanna cachée sonna comme le rire cruel d'une sorcière. « Ha ha, oh Bruno, fais-moi plaisir, hein ? La seule bonne chose de ce mariage, c'est l'héritage que cette idiote te laissera quand elle partira pour un monde meilleur. » La phrase tomba comme du poison dans l'air, froide et directe. Bruno, attentif au risque d'être entendu, baissa la voix et regarda alentour. « Parle moins fort, Patricia. » Il fit un geste pour demander le silence. « Tu veux que quelqu'un nous entende ? Si ça arrive, on est le foutu. » prévint-il, pressé. Cachée, Johanna se recroquevilla encore plus derrière la benne, respirant court, mais ses yeux restaient fixés sur le couple. Elle pouvait voir et entendre chaque syllabe. Elle ne connaissait pas le nom de la mariée, mais un frisson la parcourut en percevant le ton de conspiration dans leur voix. Patricia ne se retint pas. « Quoi, hein, Bruno ? Je ne peux même plus dire la vérité. » Sa question était traversée de sarcasme et d'impatience. Bruno chercha à justifier, tentant de calmer sa compagne. « Honnêtement, je ne comprends pas pourquoi tu es si stressée ces jours-ci, Patricia. Tout se déroule exactement comme on l'a planifié. Je ne te comprends pas. » Son irritation se faisait sentir, un mélange de fatigue et d'attente. La femme se tourna vers lui, le confrontant. « Tu crois que c'est facile pour moi, Bruno ?» Sa voix prit une teinte émotionnelle, trahissant de la frustration. L'homme, perdant patience, passa la main dans ses cheveux. « De quoi tu parles, pour l'amour de Dieu ?» Il sembla surgir entre eux une tension ancienne, quelque chose qui dépassait cette conversation. Patricia répondit franchement. « Je vais le répéter. Tu crois que c'est facile pour moi de vous voir vous embrasser, vous enlacer comme un couple amoureux ?» Elle parlait comme quelqu'un qui revendique ce qui lui est dû. Surpris, il demanda de nouveau. « Alors c'est ça le problème ?» cherchant en même temps une confirmation de ce qu'il ressentait. Elle ne put se contenir. « Bien sûr que si. Ça me gêne de la voir te toucher comme si tu lui appartenais. Tu es mon Bruno, rien qu'à moi. » Les mots étaient possessifs, chargés de jalousie et de revendication. Lentement, l'homme jeta la responsabilité en arrière. « C'est toi qui as eu l'idée qu'on l'arnaque pour qu'on s'empare du fric. Tu pensais qu'elle allait tomber amoureuse de moi sans que je la touche. » Il y avait dans sa voix une tentative de relancer le fil du plan, rappelant que la supercherie venait d'eux. La femme, provocante, fit une moue et dit « Parfois, je crois que tu m'aimes. » La phrase sous-entendait quelque chose, jouait avec l'idée d'un sentiment. Bruno nia avec véhémence. « J'aime qui ? Cette idiote de Laris ?» Il secoua la tête, méprisant. « Hé, regarde-moi, c'est toi que j'aime. J'aime une vraie femme, pas une petite idiote qui ressemble à une mouche morte. Tu es mon grand amour, rien que toi. » La déclaration fut rude et définitive. Patricia, satisfaite de la possessivité,
passa la main sur ses bras d'un geste possessif. C'est bien une demeurée, non? La complicité entre eux devenait plus évidente à chaque provocation. Bruno raconta avec fierté. Bien sûr, tu crois qu'elle m'a laissé tout choisir pour le mariage? J'ai organisé la fête presque tout seul. Je pense que si cette vieille superstition qui veut que voir la robe avant le mariage porte malheur n'existait pas, elle m'aurait même laissé choisir ça. Son sourire suffisant trahissait arrogance et domination. La femme remit en ordre ses cheveux décoiffés par le baiser et murmura. Oui, mais demain, on sera libre. Sur son visage se lisait l'attente d'un lendemain libérateur, une promesse de soulagement. Bruno confirma, tranquille et fataliste. Oui, le poison sera dans la cerise du gâteau. La phrase, courte, tomba comme une sentence. Patricia ne put s'empêcher de rire de sa propre astuce. Notre idée était géniale. Laris est folle de cerises. Leur complicité transformait le poison en une plaisanterie cruelle. Bruno s'affirma. « Je sais, c'est moi qui ai tout pensé. » Puis, dans un geste intime, il embrassa Patricia dans le cou. « Demain, cette idiote sera morte. Je serai un veuf millionnaire et tu viendras me consoler. » Les mots furent comme des lames pour Johanna. Cachée, elle entendit tout, horrifiée. Bien qu'elle ne connaisse pas Laris personnellement, elle eut la certitude que la mariée était trop bonne pour mériter une telle trahison. Trahie par ceux en qui elle avait confiance. Johanna resta là, comprimée derrière la benne, le corps tremblant, les mains serrant l'air, tandis que la certitude de ce qu'elle venait d'entendre se formait, lente et lourde, dans sa poitrine. « Ils vont tuer une femme! Ils vont tuer la mariée !» murmura la petite sans-abri pour elle-même, à voix si basse qu'il ne pouvait l'entendre. Toujours derrière le supermarché, les deux escrocs continuaient de comploter. Je n'en reviens pas que demain je vais posséder tout ça. Patricia étira les bras et désigna les lieux autour d'eux. Son geste balayait l'éclat du commerce comme si c'était déjà à elle. Sa voix révélait un plaisir ouvert à l'idée de ce pouvoir futur. Bruno laissa échapper un petit rire et, hochant la tête, « Je serai le propriétaire de tout ça, non mon amour. N'oublie pas que c'est moi qui épouse la petite idiote. » La provocation sortit avec assurance, le sourire en coin, trahissant l'ambition qui se nourrissait entre eux. Écoute, Bruno, que veux-tu dire par là? N'oublie pas que c'est moi qui t'ai présenté à Laris, hein? Si je veux te réduire en poussière, elle ne te regardera plus jamais. Patricia parla en revendiquant ce qu'elle estimait être son droit. Il y avait une menace dans ses mots, une limite posée sous le vernis de l'amitié. « Tu ne ferais pas ça, » répondit-il, essayant de paraître assuré. Mais un léger tremblement trahissait son nervosisme. « Essaie de me doubler, » rétorqua-t-elle, sans adoucir la dureté de sa phrase. L'avertissement flotta dans l'air, lourd. À ce moment, Bruno poussa Patricia contre le mur et prit son visage entre ses mains. « Ma petite Pat, tu peux bien m'avoir présenté à cette cruche de Laris, mais tu es impliquée dans tout ce sale coup autant que moi. N'oublie pas qu'on est une équipe. Si je tombe, tu tombes avec moi. » Sa voix mêlait tendresse et menace, comme pour sceller leur alliance sinistre. Là, Johanna comprit. Laris était la propriétaire de la chaîne de supermarchés, et la vie de la jeune femme était en danger. La révélation tomba comme une pierre sur la poitrine de la fillette, lui faisant écarquiller les yeux. Tout prenait sens de façon cruelle. Les deux tramaient un coup pour s'emparer de la fortune de la femme. La frayeur fit que la fillette finit par marcher sur une canette de soda qui produisit un bruit métallique. Le son sec et traître résonna contre les murs de la ruelle et atteignit les oreilles du couple en pleine conversation. Le petit accident brisa le silence que Johanna essayait de maintenir. « Qu'est-ce que c'était » demanda Patricia, effrayée. « Ça vient de près de la benne. Je vais aller voir ce que c'est. » dit Bruno en se tournant vers la benne.
Un mouvement rapide, curieux, l'approchait de la cachette de la petite sans-abri. Non, Bruno, pas la peine. Ça doit être un rat. Patricia le tire par la main, essayant de le retenir près d'elle. « Vraiment ?» demanda-t-il, jetant un œil curieux à la benne. Oui, j'en suis sûre. Les employés de cette porcherie ne doivent rien faire correctement. Personne ne respecte cette cruche. Mais ne t'inquiète pas, quand on commandera tout ça, j'ai déjà une liste des gens que je veux virer. Dit-elle avec une certitude glaciale, comme si tout lui appartenait déjà. Comme si Laris était déjà morte. Ses mots étaient froids, prémédités. Doucement, Patricia, on ne peut rien faire de précipité. Je ne veux pas que les gens pensent qu'on a une liaison. Tu dois te contrôler, sinon rien ne marchera pour nous. On doit suivre le plan. Bruno parle fermement, comme quelqu'un qui organise une stratégie. Johanna, même enfant, percevait la froideur dans ses paroles. Bien que les idées initiales soient venues de Patricia, elle avait la certitude que lui était le cerveau de la relation. La conviction de Bruno lui parut dangereuse et implacable. D'accord, peu importe. Mais ce que je veux savoir, c'est quel est l'effet du poison? C'est immédiat ou il faut attendre un peu avant qu'elle crève? La question cruelle sortit naturellement, comme s'il parlait du temps qu'il faisait, et non de la vie de quelqu'un. Bruno soupira. La personne qui me l'a vendu m'a dit que le poison commence à agir en 5 minutes, mais qu'elle peut mettre jusqu'à 15 minutes à mourir. La réponse fut froide et technique, sans le moindre remords. Le calcul du temps comme on planifie une fête. La brutalité de ce décompte glaça Johanna de l'intérieur. La pauvre, elle va agoniser au milieu de la fête. Patricia dit cela en souriant d'une oreille à l'autre. Elle ne parvenait pas à cacher la perversité de sa voix. Son sourire semblait presque enfantin, mais portait une monstruosité. Johanna était horrifiée. La fillette ne savait plus quoi faire. Le monde semblait s'incliner vers un gouffre obscur. « Qu'est-ce que tu fais ce soir ?» Bruno recommença à embrasser la femme. « Je pensais faire mon enterrement de vie de garçon dans notre petit coin. Ça te dit de venir directement après le travail ?» Chérie, j'adorerais, mais je dois voir cette enquiquineuse de Laris. Dit-elle en levant les yeux au ciel. Le mépris dans sa voix était flagrant. « Ne me dis pas que cette idiote va faire un enterrement de vie de jeune fille. » Bruno éclata de rire rien qu'à imaginer la scène. Son rire exprimait la moquerie qu'ils avaient pour l'ingénuité de la victime. Bien sûr que non. J'ai même proposé l'idée. J'ai pensé à engager des go-go boys pour une soirée entre filles. Mais elle n'a pas voulu. Cette idiote pense que c'est de l'infidélité. Ah, si elle savait ce que tu fais quand on est entre 4 murs. Je vais la voir parce qu'elle a la dernière essayage de la robe et elle veut mon avis. Patricia dit cela en faisant un geste comme si elle allait vomir. Son dégoût était total. Ils rentrèrent de nouveau dans le supermarché et Johanna resta encore un moment derrière la benne, pensive. « Est-ce que je peux faire quelque chose? Ils vont la tuer? Je ne peux pas laisser ça arriver. » L'angoisse la serrait si fort qu'elle en avait le souffle coupé. Mais avec ce désespoir naquit une détermination. Elle ne pouvait pas rester immobile. La petite sans-abri sortit du supermarché et retourna au parc, où elle s'assit sur un banc, réfléchissant à son passé. Le vent faisait danser les feuilles. Le banc était froid, et la brise la ramena vers le passé. Johanna n'avait pas toujours vécu dans la rue. Elle vivait heureuse avec ses parents, elle avait eu une enfance normale. Son père tenait une boulangerie, il était boulanger, et sa mère préparait les pâtisseries. Il menait une vie modeste, mais il ne manquait pas d'amour. Maryse, la mère de Johanna, lui avait toujours appris à être bonne avec les gens, qu'un jour, la vie lui rendrait toute la bonté qu'elle donnait. Assise là, les mains entrelacées et les yeux perdus, Johanna se souvenait des leçons de sa mère. « Fais toujours le bien, ma petite. Aide ton prochain sans rien attendre en retour. Fais-le, et Dieu bénira ta vie. » disait Maryse,
En se souvenant de sa mère, une larme coula sur le visage de la fillette. « Tu me manques, maman. » murmura-t-elle pour elle-même. Elle se rappela alors de sa maison, de l'odeur du pain que son père préparait dans la boulangerie. La vie de la fillette et de sa famille était bonne, jusqu'à ce que surgissent des rumeurs qui se répandirent rapidement dans le quartier modeste où Johanna vivait avec ses parents. On murmurait à chaque coin de rue, une station de métro allait être construite, là. La nouvelle apporta de la peur à certains et de l'espoir à d'autres, mais il devint vite clair ce que cela signifiait. Une grande société de construction voulait acheter toutes les maisons de la rue, les démolir et ériger des immeubles modernes. Une à une, toutes les maisons furent vendues et les familles voisines partirent. Mais le père de Johanna restait inflexible. « Personne ne nous enlèvera d'ici. Personne !» disait l'homme à sa femme et à sa fille. Il n'y avait pas assez d'argent au monde pour le faire céder. La boulangerie, transmise depuis des générations, depuis que le grand-père avait pétri le premier pain de ses propres mains, n'était pas seulement un commerce, c'était mémoire, héritage, sueur et fierté. Puis, une nuit fatidique, le destin fut cruel. Un incendie dévastateur consuma la boulangerie. Les flammes envahirent le lieu en quelques minutes. Le père de Johanna courut, réussit à sortir sa fille de l'arrière-boutique, mais quand il retourna chercher sa femme, il était trop tard. Coincés entre fumée et flammes, tous deux périrent dans l'incendie. « Papa! Maman! Non! » pleurait la fillette, voyant le feu consumer non seulement son foyer, mais aussi sa famille. Le monde de Johanna s'effondra. Sans proches parents, la petite fut envoyée à l'orphelinat. La société de construction, profitant de cet incendie criminel qu'ils appelèrent « tragédie », prit possession du terrain de la boulangerie. Johanna n'avait que 5 ans quand tout cela arriva. Les années passèrent, et la vie à l'orphelinat n'apporta aucun réconfort. Au contraire, elle y connut le poids du mépris, de la cruauté et de l'indifférence. Maltraitée, diminuée, sans amour ni tendresse, elle ne le supporta plus. Et ce fut alors qu'elle décida de fuir. Depuis, elle vivait dans la rue, survivant comme elle le pouvait, avec des souvenirs douloureux et une nostalgie constante de ses parents. De retour au présent, les yeux perdus dans le ciel, Johanna laissa échapper une supplique. « Maman, aide-moi à prendre une décision. » La fillette leva les yeux vers le bleu limpide au-dessus d'elle. La nostalgie de ses parents faisait mal, comme une blessure qui ne guérissait jamais. Mais elle se souvenait toujours des mots de sa mère, Maryse. « Tout le bien que nous faisons nous revient 1000 fois. Aide toujours ton prochain, ma princesse. » La petite, croyant que sa mère, où qu'elle soit, pouvait envoyer des signes, supplia. « S'il te plaît, maman. » pensa-t-elle en serrant ses petites mains. « Je ne sais pas quoi faire. Cette femme est en danger de mort. » C'est alors qu'un papillon jaune surgit de nulle part, battant doucement des ailes jusqu'à se poser sur son épaule droite. Son cœur s'emplit de chaleur. Là, elle en fut certaine. C'était sa mère qui lui envoyait un message. La réponse était sous ses yeux. Johanna devait aider la mariée. Pendant ce temps, Laris retrouvait Patricia après le travail pour le dernier essayage de sa robe de mariée. Le cœur de la mariée battait fort, mais elle souriait à son amie. « Je suis tellement heureuse, ma chère amie. » La vipère répondit avec un intérêt déguisé, mais le ton était froid. « Tant mieux. Mais pourquoi cet essayage maintenant? Un problème? Tout n'était-il pas déjà réglé? » La demoiselle d'honneur voulait être certaine qu'il n'y avait pas de soupçon. Rien ne pouvait dérailler ce mariage. Laris secoua la tête, sereine, et expliqua. « Honnêtement, la couturière m'a appelée seulement pour ajuster les derniers détails, surtout pour voir l'ensemble. La robe avec le voile, le bouquet, ces choses-là. » Les deux étaient en voiture, en route vers la boutique de robes de mariée. Patricia plissa les yeux, nerveuse. « Mais tu n'as pas besoin de moi pour ça, hein, Larry? C'est ça qui me rend curieuse.
Tu as insisté pour que je vienne. Au fond d'elle, les pensées de la vipère bouillonnaient. Est-ce qu'elle se doute de quelque chose? Est-ce qu'elle sait quelque chose? Sans percevoir la tension, Laris sourit et confessa. Patty, c'est juste que je suis nerveuse pour le mariage. Et comme tu es ma meilleure amie depuis tant d'années, j'ai imaginé qu'on pourrait faire ça ensemble et ensuite passer une soirée entre filles à bavarder. Patricia, intérieurement, poussa un soupir de soulagement. Le danger était passé. Ses pensées, cependant, étaient de pure dérision. Quelle idiote! Elle ne voit pas ce qui se passe sous son nez. Elles arrivèrent à la boutique et Laris enfila la robe blanche. Lorsqu'elle se vit dans le miroir, le cœur de la mariée battit à tout rompre. « C'est parfait !» pensa-t-elle, émue. La robe était en dentelle, avec des manches longues jusqu'aux mains, un corset ajusté, marquant la taille, et une jupe volumineuse, digne d'une princesse. Un long voile complétait l'ensemble, descendant jusqu'aux pieds. En se regardant, les yeux de la femme naïve se remplirent de larmes. L'émotion la submergea. « J'ai beaucoup pensé à lui ces derniers temps. » dit la mariée, en s'essuyant une larme qui coulait sur sa joue gauche. Patricia, à côté, leva les yeux au ciel en pensée. « Oh non! Voilà encore qu'elle parle de cet ex-mari mort. Épargne-moi. Il lui a laissé une jolie petite fortune. Je suis sûre qu'elle est bien plus heureuse maintenant qu'il n'est plus là. » Bien sûr, la demoiselle d'honneur ne pouvait pas laisser transparaître son venin. Elle ravala ses mots et fit semblant de s'inquiéter. Elle s'approcha et prit Laris dans ses bras, avec un faux câlin. « Ma chère, dis-moi tout. Déverse-toi. » dit la fausse amie. « Tu sais, je pensais que je n'aimerais jamais quelqu'un comme j'ai aimé Renan. Il était mon premier amour. » La voix de la mariée tremblait, chargée de souvenirs lourds. En effet, Laris avait déjà été mariée. Juste après ses études, elle et Renan s'étaient remariés. Ils vécurent une belle histoire d'amour. Il était gentil, attentionné, un homme de caractère, généreux d'une façon rare. Pour Laris, Renan avait tout été. Mais 4 ans plus tôt, de retour d'un congrès, la tragédie survint. Un accident de voiture lui avait enlevé la vie. Depuis ce jour, Laris croyait qu'elle ne pourrait plus jamais ouvrir son cœur. Elle portait le deuil et la nostalgie à chaque soupir. Jusqu'au jour où celle qu'elle pensait être sa meilleure amie la présenta à Bruno. Le destin semblait jouer avec elle, et l'inévitable arriva. Laris tomba amoureuse de nouveau, pauvre fille, sans savoir que cette fois, elle aimait un monstre. À présent, sur le point de se marier, elle avoua. « Parfois, j'ai l'impression que tout est allé si vite. Ça ne fait même pas 1 an que Bruno et moi sommes ensemble et nous allons déjà nous marier. Je ne sais pas. » Patricia, toujours aux aguets, enveloppa la mariée d'un bras et dit « Larry, regarde-moi. » Laris leva ses yeux embués. Patricia garda un ton doux, mais ses paroles cachaient jalousie et venin. « Je suis sûre que, où que soit Renan, il veille sur toi et il est heureux que tu te sois ouverte à l'amour. » À l'intérieur, la vipère ressentait du dégoût. Chaque mot prononcé était comme avaler un fiel brûlant. Pas parce qu'elle se souciait de Laris, mais parce qu'elle mourait de jalousie de voir son amant l'épouser. « Demain, cette connasse crèvera et je pourrai garder Bruno et l'argent rien que pour moi. Il suffit qu'elle signe les papiers et adieu l'idiote, » pensa-t-elle, tandis qu'elle serrait Laris dans une étreinte factice, le sourire fin. Pendant ce temps, Johanna avait déjà découvert où Laris essayait sa robe. Ce ne fut pas si difficile. Habituée à vivre dans la rue, elle connaissait la ville comme sa poche et savait où se trouvait le plus grand atelier de robes de mariée, celui où les femmes les plus influentes allaient m'en faire confectionner leurs robes. Poussée par le désespoir d'empêcher la tragédie, elle courut jusqu'à l'endroit. Sa poitrine haletait, mais la détermination la maintenait. « Il faut que j'entre dans cette boutique. » murmura-t-elle en s'approchant de l'entrée. Elle essaya par la porte principale, mais fut immédiatement arrêtée par un garde. En panique, elle cria
S'il vous plaît, je dois parler à la dame qui est à l'intérieur. Laissez-moi entrer, je vous en prie. » L'homme croisa les bras, ferme et intimidant. « Écoute-moi bien, petite. Si tu ne tires pas tes petits pieds, crasseux d'ici, je vais appeler la police. Tu me comprends ?» Johanna, ne baissant pas les bras, implora. « S'il vous plaît, c'est important. Pouvez-vous lui transmettre un message ?» Le garde l'examina de haut en bas. Son visage était sale, ses vêtements en haillons, les pieds nus. Il pensa. « Rien à attendre pour cette pauvre ici, juste des gens chics. Mais si je ne me débarrasse pas d'elle, elle peut faire un scandale et je risque de perdre mon travail. » Il inspira profondément et à contre-cœur répondit. « D'accord, d'accord. Dis ton message, puis dégage d'ici. » La fillette ne perdit pas de temps. « Il y a une dame là-dedans. Elle s'appelle Laris. Elle va se marier demain, mais il y a un homme et une femme qui prévoient de l'empoisonner pendant le mariage. S'il vous plaît, c'est important. Vous devez le lui dire. C'est son fiancé et une amie. Prévenez-la, je vous en prie. » Le garde haussa les épaules, feignant l'attention, mais grogna aussitôt. « D'accord, d'accord. Maintenant, dégage d'ici, sale gamine. Allez, file !» Johanna s'enfuit en courant, mais au lieu de partir, elle se cacha derrière un poteau un peu plus loin. Son cœur battait à tout rompre. « Mon Dieu, il ne va pas l'avertir. » pensa-t-elle, en mordant sa lèvre avec désespoir. Elle attendit quelques minutes, mais le garde ne bougea pas de son poste. C'est alors qu'elle vit deux femmes sortir ensemble. L'une, qu'elle n'avait jamais vue, affichait un sourire sincère, et l'autre la glaça jusqu'aux os. C'était la femme qu'elle avait aperçue derrière le supermarché. Toutes deux montèrent dans une voiture. Sans réfléchir, la petite sans-abri tenta de courir derrière le véhicule qui partait, mais fut brutalement arrêtée par le même garde, qui lui saisit le bras avec force. Johanna cria, désespérée. « Non !» Quelques minutes plus tard, Laris arriva dans sa villa. La mariée était pensive. Le mariage approchait, et le mélange d'anxiété et de souvenirs du passé ne lui laissait aucun répit. Son cœur, en silence, résonnait encore du nom de Renan. Patricia était à ses côtés. Elle passerait la nuit dans la villa pour l'aider le grand jour venu. En entrant dans la chambre de Laris, elles tombèrent sur Bruno. Il afficha un sourire et marcha vers sa fiancée. « Salut, mon amour !» dit-il en allant la serrer dans ses bras. Patricia eut une envie de vomir en voyant son amant embrasser celle qu'elle appelait sa meilleure amie. « Quelle horreur !» pensa-t-elle, sentant son visage brûler de colère. Les baisers entre Bruno et Laris s'allongèrent pendant de longues minutes, et Patricia ne réussissait plus à dissimuler sa fureur. Dans un élan, elle laissa échapper à voix haute. « Gardant un peu pour la lune de miel, Bruno. » Le marié s'écarta légèrement, arqua un sourcil et esquissa un sourire cynique. Il regarda directement la vipère, l'ironie peinte sur ses lèvres. « Excuse-moi, Patty, c'est que j'aime tellement ma petite fiancée que je n'arrive pas à rester une seconde loin d'elle. » dit-il en serrant Laris encore plus fort. La mariée sourit, sans percevoir l'échange silencieux de venin entre eux deux. « Arrête, mon amour, tu vas mettre Patty mal à l'aise. » Pour Laris, c'était une preuve de chance. Elle avait à ses côtés un fiancé passionné. En regardant Patricia, elle souhaita sincèrement que son amie trouve un jour quelqu'un qui la rende aussi heureuse que Bruno la rendait, pauvre d'elle, sans savoir la vérité. Patricia décida de lancer une conversation pour dissimuler sa crise de jalousie. « Alors, Bruno, tu as une soirée d'enterrement de vie de garçon prévue pour ce soir ?» La phrase sortit d'un ton léger, accompagné d'un petit rire retenu. Patricia connaissait déjà la réponse. Leur plan suivrait son cours. Dès que Laris s'endormirait, elle et Bruno passeraient la nuit ensemble, dans la maison d'amis de la villa, pendant que la petite cruche de Laris ne se douterait de rien. Un nouveau rire lui échappa, bref et intéressé. « Non, voyons, je n'aime pas ce genre de choses. Peut-être que je verrai quelques amis, on a pensé à une partie de cartes,
quelque chose de tranquille et qui finira tôt, car demain je dois être reposé pour le plus beau jour de ma vie. Bruno parle naturellement, avec un ton calme mêlant indifférence et convenance. Laris afficha un large sourire en l'entendant, adressant un clin d'œil à son ami, se rappelant de leur conversation à la boutique de robes. Patricia enchaîna alors. Et le gâteau? Quel sera le parfum déjà? La question sortit d'un ton presque anodin, mais aussitôt, le regard de Bruno croisa celui de son amante, comme pour confirmer un secret partagé. Elle sourit sans hâte. Ah, ce sera une forêt noire. C'est Bruno qui l'a choisi. Répondit Laris avec enthousiasme, heureuse de chaque détail préparé pour le grand jour. Bien sûr, je sais combien tu adores les cerises. Ça ne pouvait pas être un autre goût. Dit le marié en embrassant le front de Laris. Le geste fut tendre et la mariée répondit avec des yeux brillants. Comme c'est attentionné. Patricia s'approcha des deux avec cette voix faussement affectueuse. Venez, je veux un câlin à trois. Vous savez que vous êtes mon couple préféré. J'espère avoir la chance de trouver un homme comme Bruno. Avec tout le respect, ma chère. Les trois rirent, un son chaleureux emplit la chambre. Ils s'enlacèrent. Laris ne remarqua pas le geste presque instinctif de Bruno en respirant le parfum du cou de Patricia, son regard s'attardant une seconde de trop. Pendant ce temps, Johanna continuait son parcours, essayant de découvrir où aurait lieu la fête du mariage. L'angoisse la guidait, et malgré ses efforts pour s'approcher, le même garde qu'auparavant restait ferme. Quand elle tenta de lui parler, il réagit avec dureté et menace, comme si sa présence était un insupportable fardeau. Un bref instant, Johanna songea à une alternative extrême, demander qu'on appelle la police. Elle pensa que si elle racontait aux autorités tout ce qu'elle avait entendu, peut-être que quelqu'un prendrait l'affaire au sérieux et protégerait la mariée. Mais la peur la domina. « Et s'il ne me croyait pas ?» hésita-t-elle en pensée. « Et s'il me renvoyait à l'orphelinat ?» Le souvenir de l'orphelinat glaça son courage. Elle ne pouvait pas retourner dans cet endroit. Et pourtant, elle devait découvrir où aurait lieu la fête. C'est la seule façon de sauver Madame Laris. Sa détermination poussa son cœur en avant. De retour dans la chambre, Laris rompit l'étreinte avec douceur et dit « Les amis, vous m'attendez une minute? Je dois vérifier si on a préparé la maison d'amis pour Patty. » La préoccupation était pratique. Une dernière vérification avant le grand jour. « Et si ce n'est pas prêt, ne t'inquiète pas, ma chère. Je suis sûre qu'il y a beaucoup de chambres disponibles ici dans la villa. » répondit Patricia avec un sourire aimable, offrant une sécurité dans des mots qui semblaient chaleureux. « Je sais, mon ami, mais tu sais bien que dans la maison d'amis, tu auras plus d'intimité. Surtout que demain, nous allons nous préparer ici, et tu risques d'être réveillé par tout le monde qui arrivera. » expliqua Laris, pensant à la logistique du lendemain. « D'accord, ma chère. Vas-y. On t'attend ici. » dit Patricia, avec douceur. Laris déposa un baiser sur les lèvres de son fiancé et se dirigea vers la maison d'amis, légère, confiante. À peine partie, Bruno tira Patricia par la taille et dit à voix basse « Viens ici, ma délicieuse. » Le ton était intime, chargé d'interdits. « Tu es fou, Bruno. Dans sa chambre. » Patricia répondit en feignant une censure qui l'affectait peu. Sa main sur sa poitrine le repoussa légèrement. Un jeu de théâtre entre complicité et faux pudeur. Quel problème? Avec son caractère, je pourrais t'embrasser devant elle, qu'elle croirait que c'est parce qu'on est amis. Répondit Bruno, avec cette assurance éhontée, comme si la naïveté de Laris les couvrait d'un voile. Patricia éclata d'un rire coquin et complice. « Tu n'as vraiment aucune valeur. » Bruno plongea ses yeux dans les siens, puis baissa son regard vers sa bouche. « C'est vrai, je ne vaux rien, mais tu aimes ça. » La phrase sortit provocante. « Prétentieux !» répliqua la vipère avec un faux air d'affection. « Ne me dis pas que ce n'est pas pour ça que tu es tombée amoureuse de moi ?» demanda-t-il, d'un ton plus bas, évoquant des souvenirs.
Tais-toi et embrasse-moi, Bruno. Patricia céda. Le baiser fut rapide, vorace, feu et essence, et ils s'arrêtèrent quand un bruit résonna dans le couloir. La frayeur les fit se séparer. Patricia courut se cacher dans la salle de bain de la suite pour dissimuler la scène, et Bruno se prépara à partir, rajustant ses vêtements avec calme, comme si de rien n'était. Cette nuit-là, Patricia et Bruno passèrent une bonne partie du temps ensemble, dans la maison d'amis. Ils riaient des banalités et planifiaient comme s'ils étaient déjà les maîtres de ce futur qu'ils imaginaient sans Laris. Pendant ce temps, la mariée dormait, inconsciente de tout, comme un ange tranquille dans la maison principale. « Tu crois qu'elle a écrit ses vœux ?» demanda Bruno, relaxé, tout en massant les pieds de Patricia, un geste intime qui révélait du confort. Bien sûr qu'elle a écrit ses vœux, Bruno. Quelle question idiote. Patricia en était déjà à son 3e verre de vin, son ivresse amplifiant son sarcasme. Soudain, elle ouvrit grand les yeux et se redressa. Attends, tu n'as pas écrit tes vœux? Ne crie pas. Souffla-t-il, prenant une longue gorgée de vin. Réponds, Bruno. Insista-t-elle, presque hystérique. Tu as écrit ou non tes vœux de mariage? Bien sûr que non. Quelle importance. Demain, elle sera morte de toute façon. Répondit Bruno avec mépris, levant les yeux au ciel comme s'il parlait d'un détail insignifiant. Elle ne mourra que si elle se marie avec toi et mange ce fichu gâteau après le mariage. Mais rien de tout ça n'arrivera si tu es un imbécile et que tu n'écris pas ces maudits vœux. Les mots de Patricia tranchèrent le silence. Son visage était rouge de colère, ses yeux fixés sur Bruno avec une fureur contenue. Bruno, pris de court, n'y avait pas pensé de cette façon. Le doute le frappa comme un coup. « Merde !» murmura-t-il en baissant les yeux. Patricia, impatiente, se leva du canapé et lui tendit la main. « Viens. » Où ça? demanda Bruno, se levant lentement, encore perplexe. Écrire tes vœux. Tu me remercieras plus tard. Répondit-elle en le tirant avec fermeté. Pendant ce temps, Johanna se retrouvait de nouveau dans le même tunnel que la nuit précédente, se préparant à dormir. Le froid était mordant, mais la fillette s'était déjà habituée à la dureté de la rue. La même dame qui, la veille, lui avait offert une couverture était également là. Les deux se rapprochèrent et commencèrent à discuter. « Hé, petite, quel âge as-tu » demanda la femme en couvrant Johanna du tissu usé dans un geste de tendresse. « J'ai 10 ans, et vous ?» répondit la fillette, ajustant la couverture sur ses épaules. La femme laissa échapper un léger rire. « S'il te plaît, le « vous » est au ciel. Mais pour répondre à ta question, j'ai 51 ans. » Johanna leva les yeux, curieuse. « Comment vous appelez-vous » Marie de Lourdes. Et toi ? Répondit la femme, d'une voix chaleureuse. Au fond d'elle, une douleur se serra. Un enfant si jeune ne devrait pas vivre une telle souffrance. Survivre dans la rue était déjà cruel pour des adultes. Mais pour une enfant, c'était comme porter un poids multiplié par 1000. « Je m'appelle Johanna. » dit la fillette, les yeux encore gonflés d'avoir tant pleuré. Marie de Lourdes l'observa attentivement. « Tu as une mine tellement triste en vain. Il t'est arrivé quelque chose ?» Les yeux de Johanna se remplirent encore de larmes. « Oui. » répondit-elle en sanglotant, la voix brisée. La dame se pencha vers elle. « Veux-tu en parler ?» La fillette hocha la tête et, en larmes, raconta tout. Elle parla de ce qu'elle avait entendu au supermarché, de Bruno et Patricia, et aussi de sa tentative d'entrer dans la boutique de robes de mariée pour prévenir Laris. Marie écouta attentivement, sans interrompre, puis résuma en une question. « Alors maintenant, tu veux découvrir où aura lieu le mariage pour avertir la mariée de ce que tu as appris, c'est bien ça ?»
Johanna confirma en pleurant davantage. Oui, c'est ça. Mais je ne sais plus où chercher. Sa voix sonnait faible, comme si l'espoir s'éteignait peu à peu. Marie de Lourdes serra sa main avec fermeté. Je crois que je peux t'aider. La femme se leva et entraîna la fillette avec elle. Viens! Johanna fronça les sourcils, confuse. Où allons-nous? Même épuisée, la fillette se laissa guider. Marie connaissait un garçon qui faisait souvent des extras comme serveur dans des fêtes luxueuses. Et si quelqu'un pouvait savoir quelque chose sur le mariage, c'était bien lui. « Je sais où il est en ce moment », dit-elle avec conviction. Elles marchèrent de longues minutes. Johanna était fatiguée, son corps pesait, ses pieds lui faisaient mal après avoir tant marché dans la journée. Mais elle ne pouvait pas s'arrêter. Pas maintenant, alors qu'il y avait une chance de sauver Laris. Enfin, elles arrivèrent dans un bar bondé. Les tables débordaient, sur le trottoir, un groupe jouait de la musique en direct et la joie de l'endroit contrastait avec le désespoir de Johanna. Soudain, un garçon grand et mince, portant un plateau, s'approcha avec un sourire aux lèvres. « Bonsoir, Madame Marie !» Marie sourit en retour. « Bonsoir, mon chéri, ça va ?» Ils échangèrent quelques paroles rapides, de simples banalités, jusqu'à ce que Marie aille droit au but. Le jeune homme, prénommé Kevin, acquiesça, comprenant. « Écoutez, je dois travailler, mais mon service se termine dans environ 40 minutes. Si vous voulez m'attendre, j'essaierai de vous apporter quelque chose à manger. » La gentillesse du garçon réchauffa le cœur de Johanna, qui sentit qu'elle pouvait lui faire confiance. Plus tard, quand son service prit fin, Kevin sortit les rejoindre. Il portait un sac avec quelques brochettes dedans. Johanna en saisit une et se mit à manger avec une faim désespérée, comme si sa vie dépendait de chaque bouchée. En observant la fillette dévorer la nourriture, Kevin voulut confirmer. « Laisse-moi voir si j'ai bien compris. Ils veulent empoisonner la mariée, c'est bien ça ?» Johanna hocha la tête vigoureusement, avalant un morceau de viande. « Oui, c'est bien ça !» répondit-elle avec conviction. Kevin se tourna vers Marie, cherchant son avis. « Vous la croyez ?» Marie n'hésita pas. « Bien sûr, elle n'aurait aucune raison d'inventer une chose pareille. Elle ne connaît même pas ces gens-là. » Kevin réfléchit un instant, puis se tourna vers la fillette. « Tu as dit que la mariée s'appelle Laris et que le fiancé s'appelle Bruno, c'est ça ?» Johanna acquiesça aussitôt. « Oui, c'est ce que j'ai entendu dans leur conversation. » Kevin inspira profondément. « Le mariage va avoir lieu dans ce grand manoir que les riches utilisent comme salle de fête. Là, près du centre historique. » Il en était sûr, car tous ses collègues parlaient de cette fête, l'une des plus grandes de l'année. Marie saisit l'occasion. « Tu crois que tu pourrais faire entrer Johanna à la fête ?» Kevin secoua la tête, sincère. « Non, je n'ai pas été engagé pour demain, et la sécurité sera maximale. On dit que la mariée est immensément riche. Même si je travaillais, je ne pourrais pas prendre ce risque. Ça me coûterait mon emploi. » Johanna, encore les yeux pleins d'espoir, tenta de convaincre. « Mais tu sauverais la vie de quelqu'un. » Kevin soupira, pesant ses mots. « Ça, c'est si on te croit. Ce qui n'est pas garanti. Enfin, je dois rentrer chez moi. Au revoir, Madame Marie et Johanna. Bonne chance. » Avec ce départ, resta dans l'air une impression d'urgence. Johanna serra le sac avec force. Son estomac était rassasié, mais son cœur restait en détresse. Elle avait une pièce de plus dans le puzzle, mais le temps filait, et le destin de Laris demeurait suspendu à un fil. Alors elle prit sa décision. « Je vais entrer de force dans ce mariage, Madame Marie de Lourdes. Je ne laisserai pas cette femme mourir. » Ainsi, le soir suivant, la petite Johanna resta plantée devant la salle de fête, attendant impatiemment une opportunité pour entrer. Et au moment où le garde s'arrêta pour fumer une cigarette, elle en profita et courut comme s'il n'y avait pas de lendemain, pénétrant dans la salle.
Et c'est ainsi que nous revenons au début de notre histoire, avec Joanna déjà à l'intérieur, criant que Laris ne devait pas manger le gâteau, sinon elle mourrait. « Attendez !» Cria soudain Laris, sa voix ferme résonnant dans toute la salle et réduisant tout le monde au silence. « Quoi ?» questionnèrent Bruno et Patricia en même temps, à l'unisson, surpris par cette interruption soudaine. Le garde, qui tenait encore Joanna par le bras, s'arrêta net, sans toutefois relâcher la pression de sa main sur l'enfant. Il ne pouvait plus commettre d'erreur. Ses yeux allaient de la mariée à l'enfant, confus. « Pourquoi est-ce que je ne peux pas avoir juste une journée de travail tranquille ?» pensa-t-il, exaspéré. Laris respira profondément et regarda dans les yeux chacun des invités présents. La salle entière semblait envahie par le doute. Tous étaient perdus, sans comprendre ce qui se passait. « Même moi, je ne comprends pas ce qui se passe. » soupira-t-elle, reportant son regard sur Joanna. Dans les yeux de cette gamine sale et désespérée, quelque chose la toucha profondément. « Ce n'est qu'une enfant. » murmura-t-elle pour elle-même. Et comme quelqu'un qui avait toujours désiré être mère, sans jamais y parvenir, Laris sentit quelque chose fondre dans sa poitrine. Une flamme de compassion s'alluma en elle. Elle prit son courage à deux mains et déclara, pour que tous puissent entendre, « Je veux écouter cet enfant. » Les yeux de Joanna se remplirent aussitôt de larmes. C'était un soulagement clair. Elle avait désespérément besoin d'être entendue. Laris fit un pas en avant et ordonna, d'une voix ferme mais douce, « S'il vous plaît, relâchez-la. » Le garde, sans discuter, obéit aussitôt et desserra sa prise, libérant la fillette. Bruno, alarmé, s'approcha et posa une main sur la taille de Laris dans un geste à la fois protecteur et contrôlant. En se penchant, il murmura à son oreille « Mon amour, qu'est-ce que tu fais? Tous les invités te regardent. Qu'est-ce que tu vas faire ?» Laris répondit avec sérénité. « Je veux seulement entendre ce qu'elle a à dire. Quel mal y a-t-il à ça ?» Laris avait toujours été généreuse. Elle aimait écouter les gens, tendre la main. C'était l'une de ses qualités dont elle était le plus fière, et aussi l'une des raisons pour lesquelles Renan, son défunt mari, disait toujours qu'il retombait amoureux d'elle chaque jour. Mais apparemment, Bruno ne voyait pas les choses de la même façon. « Chérie, tu vas gâcher la fête !» tenta d'argumenter le fiancé, d'une voix basse et impatiente. Patricia ne tarda pas à appuyer. « Ami, ne fais pas ça. Ça va tourner au scandale. » Alors Laris se tourna vers eux deux, le fiancé et la demoiselle d'honneur, et avec un sourire résigné, répliqua à voix haute « Une enfant envahit ma fête en criant que je vais mourir si je mange le gâteau de mon propre mariage. Et vous croyez que je vais m'inquiéter d'un possible scandale ?» Bruno leva les yeux au ciel, irrité. « Combien de fois devrais-je répéter qu'elle invente ça pour nous soutirer de l'argent ?» Mais Laris ne céda pas. « Quoi qu'il en soit, Bruno, je ne mangerai pas le gâteau avant d'avoir entendu ce qu'elle a à dire. » Elle était décidée. Elle ne prendrait pas ce risque. Bruno et Patricia échangèrent un regard rapide. Laris le remarqua, mais l'interpréta simplement comme une inquiétude pour la fête, sans imaginer la complicité cachée dans ce silence partagé. Laris se tourna vers Joanna et l'appela. « Viens ici, enfant. » La fillette s'avança jusqu'à la table de l'énorme gâteau, les jambes tremblantes et le cœur affolé. Elle pensait. « Elle doit me croire. » Et alors, d'une voix brisée, Joanna raconta tout. Elle expliqua qu'elle était entrée dans le supermarché pour chercher de la nourriture, qu'elle y avait vu Bruno et Patricia ensemble en secret, et qu'elle avait entendu clairement leur plan, empoisonner Laris lors du mariage, en utilisant la cerise du gâteau. Bruno explosa, le visage rouge de colère. « C'est ridicule !» hurla-t-il à plein poumon. Patricia ne resta pas en arrière. « Quétin, faites sortir cette petite voyou d'ici !» cria-t-elle, furieuse, comme si elle était prête à arracher la fillette par les cheveux de ses propres mains. Laris, ferme, demanda. « Tu es sûre de ce que tu dis ?» Joanna,
les yeux pleins de larmes, hocha seulement la tête, répétant le geste plusieurs fois. La salle se plongea dans un brouhaha de voix. Les cris de Bruno et Patricia couvraient déjà les conversations des invités, choqués par les paroles de l'enfant. « C'est impossible !» dit Bruno, essayant de garder son autorité. Patricia, désespérée, se lança dans sa défense. « Tu vas croire cette petite voleuse, Laris? Je suis ta meilleure amie depuis des années !» Laris les regarda tous les deux, le cœur serré. « Vraiment, c'est impossible !» pensa-t-elle, tentant de rationaliser. Mais alors, elle se tourna vers la fillette. Johanna ne demandait rien en retour, ne voulait ni argent, ni cadeau. Elle implorait seulement d'être écoutée. En regardant Bruno et Patricia, une sensation désagréable envahit Laris, comme si soudain, un énorme puzzle se formait dans son esprit. Chaque pièce commençait à s'assembler en silence. Tous les regards, tous les gestes, chaque détail qui auparavant semblait être de l'amitié ou de l'attention, prenait maintenant un tout autre sens. « Et si ?» pensa-t-elle, effrayée. Le doute rongeait son esprit, la traversant comme une vague turbulente. Un tourbillon de sentiments l'envahit. Elle se souvint des privilèges que Patricia avait toujours eus simplement parce qu'elle était son amie. Les restaurants les plus chers, les salons de beauté, même l'emploi qu'elle avait obtenu, tout financé par Laris. Et, à voix basse, comme si elle pensait tout haut, elle confessa. En y réfléchissant, c'est elle qui m'a présenté Bruno. Bruno, pris de panique, perdit le contrôle. « Tu songes vraiment à croire cette gamine? Pour l'amour de Dieu, je suis ton mari. » La salle entière se tut de nouveau, attendant la décision de la mariée. « Je sais !» cria Johanna, et la force de sa voix résonna dans toute la salle. Tout le monde se tut immédiatement, tournant son attention vers la fillette. La respiration de Laris se bloqua dans sa poitrine, tandis que Bruno et Patricia se figèrent. Johanna pointa le grand gâteau, puis Bruno. Et alors elle dit « Si ce que je dis est un mensonge, alors mange le gâteau. Mange et prouve que je suis une petite menteuse immonde, comme tu l'as dit toi-même. Mais prends la part avec la cerise. » Le visage de Bruno se crispa dans une grimace visible, trahissant son malaise. « Je ne tomberai pas dans ton piège, gamine. » rétorqua-t-il, crachant les mots avec rage. Mais Laris se tourna vers lui et dit fermement. « Non, elle a raison. Quel est le problème si tu manges le gâteau ?» Bruno porta les mains à sa poitrine dans un geste théâtral, comme s'il était offensé. « Mon amour, toute cette confusion. Rien qu'en regardant le gâteau, je me sens écœuré. Je ne peux rien avaler maintenant. Mais je suis sûr que Patricia peut en manger pour prouver qu'il n'est pas empoisonné. » La réaction fut immédiate. Patricia écarquilla les yeux et hurla, sa voix stridente coupant la salle. « Comment ça, Bruno ?» Son cri fit reculer Johanna, mais leur réaction suffisait déjà. Laris sentit le sol s'ouvrir sous ses pieds. Là était la confirmation. Les expressions de Bruno et Patricia étaient tout ce qu'elle avait besoin de voir. La fillette disait la vérité. Le cœur de Laris se brisa en millions de morceaux. La douleur de la trahison brûlait. Elle pensa à Renan, son premier mari, celui qu'il avait toujours aimé d'un amour pur et véritable. Elle compara et se sentit coupable, comme si la mémoire de Renan était salie par le fait d'avoir laissé deux escrocs s'approcher d'elle. Mais elle essuya vite ses larmes et pensa « Non, ce n'est pas ma faute. » Ce n'était pas sa faute si Bruno et Patricia étaient des monstres sans scrupules. Le pire était de réaliser. Ils avaient prévu de la tuer depuis le début. « Ce n'est pas possible, » murmura-t-elle, l'esprit en tumulte. Elle se redressa face à eux et demanda à voix haute. « Depuis combien de temps ?» Bruno cligna des yeux, feignant de ne pas comprendre. « Depuis combien de temps, quoi ?» Laris éleva la voix, maintenant emplie de rage. « Depuis combien de temps vous êtes ensemble? À me tromper? À rire derrière mon dos? Dis-le, Bruno. » Bruno tente de se défendre, crachant sa haine sur Johanna.
Ce n'est pas possible que tu crois ce que cette sale gamine raconte. Laris ne recula pas. Son visage brûlait de fureur. Tu crois que je suis une idiote? C'est clair que vous aviez monté tout ça. Cet enfant n'a aucune raison de mentir. Je ne suis pas stupide. Patricia ricana, moqueuse, en s'approchant de Bruno comme pour montrer son propre venin. Ah oui, tu es stupide. Vraiment stupide. Tu es tellement stupide que tu crois qu'on est tombé amoureux et qu'on a commencé à avoir une liaison derrière ton dos, alors qu'en réalité, nous étions déjà ensemble bien avant que je ne te présente Bruno. Chaque mot était comme un coup de poignard. Laris inspira profondément, mais sa voix sortit tremblante de douleur et de colère. Alors c'était tout un plan, depuis le début. Patricia éclata de rire et hurla. Enfin, la petite cruche s'est réveillée. Le claquement résonna fort dans la salle. La gifle que Laris donna à Patricia fit haleter tous les invités, choqués. La vipère porta la main à sa joue, déjà rougie, et hurla. « Sale garce, tu m'as frappé !» Elle se jeta sur Laris, mais les gardes intervinrent rapidement, la tenant par les bras. Bruno fut lui aussi maîtrisé quand il tenta de s'approcher, se débattant furieux. Même immobilisé, il essaya encore d'argumenter, d'une voix désespérée. « Mon amour, écoute-moi. Je t'aime. Je ne ferai jamais une chose pareille contre toi. Tu dois me croire. » Mais Laris n'avait plus aucun doute. D'un pas ferme, elle marcha jusqu'à la scène où se trouvait l'orchestre. Elle prit le micro et se plaça devant tous les invités. Sa voix résonna dans toute la salle. « Je veux remercier chacun de votre présence, mais pour des raisons évidentes, la fête est annulée. Je pourrais continuer, mais je ne sais pas jusqu'où ces deux crapules ont pu aller. Alors, je vais faire ramasser toute la nourriture qui sera envoyée pour analyse. » Elle se tourna ensuite vers une des tables où son avocat était assis avec son épouse. « Maître Victor, je crois que vous pouvez lancer la demande d'annulation du mariage. Après tout, je ne veux rien qui me relie à ce verre. » L'avocat acquiesça et se leva aussitôt pour passer un appel. Pendant ce temps, les agents de sécurité avaient déjà appelé la police. Et, quelques minutes plus tard, les officiers entrèrent dans la salle et procédèrent à l'arrestation de Bruno et Patricia. Les deux hurlaient encore, mais furent emmenés sous les huées et les regards indignés. Quelque temps plus tard, le procès fut rapide. Bruno et Patricia furent condamnés pour tentative d'homicide. Leur plan froid et calculé fut démasqué devant tous. Laris obtint l'annulation du mariage. Après toute cette confusion, elle ne parvint pas à chasser de son esprit la petite Johanna. Elle rechercha la fillette pour la remercier et découvrit toute la vérité. Elle était orpheline et vivait dans la rue depuis des années. Laris fut profondément émue. « Tu as sauvé ma vie. » Et, avec cela, elle entama une procédure de demande de garde. Quelque temps plus tard, elle obtint l'adoption. Johanna eut enfin un foyer. Elle fréquenta l'école, porta des vêtements propres, eut de la nourriture sur la table et, surtout, reçut de l'amour. Ensemble, Laris et Johanna créèrent un lien indestructible. La nouvelle mère alla plus loin. Elle utilisa l'histoire de difficultés de la fillette pour fonder un projet social, un abri pour les personnes en situation de rue. « J'ai adoré ton idée de créer un refuge pour les sans-abri. » dit un jour Laris à Johanna, reconnaissant l'importance de donner la parole à celles qui, auparavant, n'avaient rien. Désormais, Johanna vivait heureuse dans la villa avec sa nouvelle mère. Plus encore, elle aidait de nombreuses personnes, tout comme elle avait un jour été aidée. C'était le recommencement d'une vie. Commentez, courageuse Johanna, pour que je sache que vous êtes arrivée jusqu'à la fin de cette vidéo et je marquerai votre commentaire avec un joli cœur. Et si cette histoire vous a plu, la prochaine vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran vous émouvra également. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser votre j'aime, votre commentaire et d'activer la cloche des notifications. Un gros bisou et à la prochaine histoire émouvante.